Peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, l'émission sur les écrivains juifs du XXe siècle. S'il appartient sans conteste au XXe siècle, l'auteur dont nous parlerons aujourd'hui est de façon plus discutable écrivain et juif. Mais ce qui fait la force de ces termes, ce ne sont pas des étiquettes, et on les mentionne rarement sans discussion. Primo Levi a indéniablement écrit de merveilleux livres, des romans, des nouvelles et des témoignages, mais il s'est défendu d'être homme de lettres. Chimiste de formation, ce métier, cette approche scientifique, est très présente dans ses œuvres, comme un contrepoids. Il avance sur ses deux jambes, l'émerveillement littéraire devant la nature, la compréhension chimique des éléments qui la composent. Et si c'est comme juif et résistant qu'il a été envoyé à Auschwitz, lui-même disait jusqu'à ses derniers jours, avec la simplicité, la clarté et l'honnêteté rigoureuse qui font son style, « Il y a Auschwitz, il ne peut donc y avoir de Dieu. Je ne trouve pas la solution au dilemme. Je la cherche, mais je ne la trouve pas. » Ces points d'interrogation posés, revenons aux certitudes. Primo Levi est né en 1919 et mort en 1987 à Turin, dans la maison que son grand-père avait offerte à ses parents et qui l'inspirera beaucoup. Je crois bien, écrit-il, que je constitue un cas extrême de sédentarité, comparable à celui de certains mollusques, comme les patelles, qui, après avoir nagé librement pendant une courte période larvaire, se fixent sur un rocher, sécrètent une coquille et n'en bougent plus de toute leur vie. Très tôt victime du fascisme, il doit s'engager au Avanguardisti, doit repasser des examens qu'il avait pourtant réussis. Il parvient cependant à obtenir brillamment son diplôme de chimiste en 1941. Il s'intéresse particulièrement au carbone, l'élément de la vie organique, qui reparaîtra plus tard dans une œuvre singulière, le système périodique, une sorte d'autobiographie suivant le tableau de Mendeleïev. Primo Levi travaille d'abord comme ingénieur dans une mine d'amiante, contribuant assez ironiquement à l'effort de guerre allemand, puis dans une firme suisse où il élabore des composés antidiabétiques sans aucune chance de succès, puisque les fondements de sa recherche reposent sur des théories racistes. Il rejoint la résistance après la chute de Mussolini, se fait arrêter, et c'est finalement son origine juive qui lui évite d'être fusillé, puisqu'à la place il sera déporté à Fossoli puis à Auschwitz, en 1944. Faites le calcul, il avait 24 ans. Son expérience de chimiste lui permet d'avoir des conditions d'internement relativement privilégiées et en janvier 1945, il est libéré par l'Armée rouge. Je passe rapidement sur cette période puisqu'il la détaille avec un art du témoignage sensible et vivant dans Si c'est un homme, ce qui reste son œuvre la plus connue. Mais il serait faux de résumer Primo Levi à un seul livre et surtout un auteur qui a eu une culture si vaste et si éclectique. D'ailleurs, il ne connaîtra pas le succès avant la fin des années 60, avec la publication de La Trêve, roman sous pseudonyme sur la libération d'Auschwitz. En 1946, Primo retrouve un travail dans une entreprise de peinture et vernis proche de Turin et commence à se reconstruire. Il rédige rapidement Si c'est un homme, à partir de poèmes et de notes. Petit à petit, il affirme son style propre, auquel sa formation scientifique donne une grande lucidité. La chimie a été déshonorée par ses usages, mais au début du siècle, c'était un univers, c'était la victoire de l'homme sur les mystères de la nature, c'était la discipline aristocratique germanique par excellence, mariée à l'industrie lourde, associée au progrès pharmaceutique autant qu'à la fabrication des caoutchoucs, des solvants et des plastiques. Il m'a semblé que l'éducation italienne fait, comme la France, une nette distinction entre les arts et les sciences, mais que, contrairement à la France cartésienne, la discipline reine n'y est pas la mathématique, mais la littérature. Et donc Primo Levi se justifie souvent d'être au croisement des deux. Il le résume dans le très court avant-propos d'un recueil intitulé « Le métier des autres ». À se tenir en rang serré, comme le font en hiver les abeilles et les moutons, il y a certes des avantages. On se défend mieux du froid et des agressions. Mais si l'on reste en marge ou à distance du groupe, on se réserve d'autres profits. On peut s'en aller quand on veut, et on voit mieux le paysage. Mon destin et mes choix m'ont tenu à l'écart des rassemblements. Trop et trop longtemps chimiste pour me sentir véritablement homme de lettres,
trop distrait par le paysage bariolé, tragique ou bizarre pour me sentir chimiste à part entière. Donc, j'ai voyagé en isolé et j'ai suivi un chemin sinueux, musardant ici et là et me formant une culture désordonnée, lacunaire, un peu pédante. En contrepartie, je me suis amusée à observer le monde sous un jour inaccoutumé. Inversant en quelque sorte les instruments d'investigation, j'ai posé le regard du lettré sur les choses de la technique et sur la littérature celui du technicien. Les essais réunis dans ce volume, et pour la plupart déjà parus dans la Stampa, sont le butin de plus de 10 années de ce vagabondage de dilettantes et de curieux. Ce sont des occupations de territoire, des incursions dans les métiers des autres, des braconnages en chasse gardée, des brigadages au pays de la zoologie, de l'astronomie et de la linguistique, toutes sciences qui, faute de les avoir étudiées méthodiquement, exercent sur moi le charme prolongé des amours éternels non payés de retour et stimulent mes pulsions de voyeur et de furet. Quelquefois, je me suis risquée à prendre position sur des questions d'actualité, à relire les grands auteurs classiques ou modernes, à explorer ces voies transversales qui relient le monde de la nature à celui de la culture. Souvent, j'ai emprunté ces ponts qui unissent, ou devraient unir, culture scientifique et culture littéraire, franchissant un fossé qui m'a toujours semblé absurde. Certains se désespèrent et parlent même d'abîme, sans rien faire pour le combler. D'autres s'emploient à le creuser un peu plus, comme si l'homme de science et l'homme de lettres appartenaient à deux sous-espèces humaines différentes, ne parlant pas la même langue, destinées à s'ignorer, incapables d'un échange fécond. Il s'agit là d'une coupure artificielle, arbitraire et nuisible, héritage de lointains tabous et de la contre-réforme, voire d'une interprétation étroite de l'interdit biblique qui défend de goûter à un certain fruit. Ni Empédocle, ni Dante, ni Léonard de Vinci, ni Galilée, ni Descartes, ni Goethe, ni Einstein ne connaissaient ce triste cloisonnement, ni les anonymes bâtisseurs des cathédrales gothiques, ni Michel-Ange, ni non plus les bons artisans d'aujourd'hui et les physiciens qui hésitent au seuil de l'inconnaissable. Il arrive que l'on me demande avec curiosité, ou même avec condescendance, comment il se fait que j'écrive puisque je suis chimiste. Je souhaite que ce volume, dans les modestes limites de son propos et de ses dimensions, fasse voir combien, loin d'être incompatibles, les deux cultures peuvent parfois, avec le concours des hommes de bonne volonté, s'entraîner l'une l'autre. Enfin, j'espère transmettre au lecteur une impression que j'ai souvent. Si l'époque que nous vivons présente bien des problèmes et des dangers, du moins n'est-elle pas ennuyeuse. Elle n'a l'air de rien cette conclusion, mais je trouve qu'elle synthétise toute la pensée de Primo Levi. Songez que c'est un homme qui a survécu à Auschwitz, qui a connu la guerre froide et l'ère nucléaire, qui dit « L'époque que nous vivons présente bien des problèmes et des dangers, du moins n'est-elle pas ennuyeuse ». Cette phrase à elle seule est un manifeste de l'optimisme de la raison, de la sérénité de combat si on peut dire, sans doute éclairée d'un peu de soleil italien et adoucie au Moscato, mais qui en tout cas n'est pas un sourire qui vient de la naïveté ou de l'abandon, c'est une vraie déclaration d'humanité. Pour l'accompagner, un morceau choisi par l'invité du jour, Pierre Tiberghien, avocat, lecteur de Primo Levi, mais aussi musicien et mélomane. Tout de suite, Club 9, une réinterprétation contemporaine de Bach par Nicolas Godin, où nous espérons aussi trouver cet optimisme volontaire.
C'était Club 9, remix de Bach par Nicolas Godin. Comme le disait l'invité, ça reste universel, Bach. Et c'est la grande beauté de Primo Levi, d'être universel et individuel en même temps, de décliner des lieux communs d'une façon unique. Ce n'est pas un torturé, Primo Levi. Il parle le langage du bon sens et de la sagesse. Sa maison, les animaux, les éléments de la nature occupent une grande place dans son œuvre. Il se préoccupe assez peu du futur, il ne s'appesantit pas, en tout cas, il ne s'enferme pas dans le passé, il observe le présent. Ce que j'aime chez Primo Levi, c'est son très juste dosage entre une profonde et humaine sensibilité et une approche lucide et scientifique. Il émaille des textes analytiques et très sourcés de poèmes. Je pense à ses récits sur l'étymologie. Il mêle à son érudition un ton souriant et ensoleillé pour raconter l'histoire d'un mot, comme on raconte une légende piémontaise. Il est l'auteur de témoignages sur la déportation et la libération, mais aussi d'histoires courtes, à la manière italienne. Histoire naturelle, vice de forme, le système périodique. De poésie, avec l'Osteria des Brema. De romans, comme La Clé à molette, ou Maintenant ou jamais. D'entretiens avec des physiciens ou des critiques littéraires. Il meurt en 1987 d'une chute, probablement un suicide. Mais depuis sa mort, des articles, des nouvelles réapparaissent régulièrement, dans tous les genres, y compris la science-fiction et le fantastique. C'est pour cela que le récit que j'ai choisi de lire est tiré du recueil Le métier des autres et s'intitule « Pourquoi écrit-on » Pourquoi écrit-on ? Il arrive souvent qu'un lecteur, d'ordinaire un jeune homme, demande à un écrivain, en toute simplicité, pourquoi il a écrit tel livre et pourquoi il l'a écrit de telle façon. Ou encore, plus généralement, pourquoi il écrit et pourquoi les écrivains écrivent. À cette dernière question, qui inclut les précédentes, il n'est guère facile de répondre. Un écrivain n'est pas toujours conscient des raisons qui le poussent à écrire. Il n'y a pas toujours qu'une seule raison à sa démarche. Et les raisons qui l'engagent à commencer une œuvre ne sont pas toujours celles qui la lui font terminer. On pourrait, me semble-t-il, distinguer au moins 9 motivations possibles que je vais tenter d'exposer ici. Le lecteur, quant à lui, qu'il soit ou non du métier, n'aura pas de mal à en découvrir d'autres. Eh bien, donc, pourquoi écrit-on ? Petit 1. Parce qu'on en éprouve l'envie ou le besoin. C'est, en première approche, la motivation la plus désintéressée. L'auteur qui écrit sous la dictée intérieure de quelque chose ou de quelqu'un n'œuvre pas au vu d'une fin. Son travail pourra lui valoir renommée et gloire, ce sera un surplus, un profit supplémentaire qu'il n'aura pas consciemment désiré, un sous-produit. Bien entendu, le cas envisagé est extrême, théorique, asymptotique. On peut douter qu'il ait jamais existé écrivain ou même artiste au cœur si pur. Tels se voyaient les romantiques, et il n'est pas indifférent que nous croyions reconnaître ces exemples parmi les grands hommes les plus éloignés dans le temps, dont nous savons peu de choses, et qu'il est donc plus facile d'idéaliser. Ainsi, les montagnes dans le lointain nous apparaissent toutes d'une même couleur, qui souvent se confond avec la couleur du ciel. Petit 2. Pour divertir ou se divertir. Fort heureusement, les deux variantes coïncident presque toujours. Il est rare que celui qui écrit pour réjouir son public ne se divertisse pas en écrivant, comme il est rare que celui qui prend plaisir à écrire ne transmette pas au lecteur au moins une partie de ce plaisir. À la différence du cas précédent, les amuseurs purs existent. Ce sont souvent des écrivains non professionnels, étrangers aux ambitions littéraires ou autres, libres de certitudes encombrantes et d'étroitesses dogmatiques, légers et limpides comme des enfants, lucides et sages, comme ceux qui ont vécu longtemps et à bon escient. Le premier nom qui me vient à l'esprit est celui de Lewis Carroll, l'ecclésiastique timide et le mathématicien à l'existence irréprochable, qui a tenu sous le charme 6 générations de lecteurs grâce aux aventures de son Alice, d'abord au pays des merveilles, puis derrière le miroir. Preuve ultérieure de son aimable génie, la faveur que rencontrent ses livres, à plus d'un siècle de distance, tant auprès des enfants à qui il est destiné idéalement, qu'auprès des logiciens et des psychanalystes, qui ne cessent de trouver dans ces pages des significations nouvelles. Le succès sans démenti de ces livres tient probablement au fait qu'ils ne prétendent rien faire passer, ni leçon de morale, ni propos édifiants. Et il y a ainsi de la sorte 9 points, que le lecteur d'ailleurs est encouragé à continuer, qui expliquent selon Primo Levi pourquoi est-ce qu'on écrit. Mais maintenant se pose la question, pourquoi Primo Levi écrivait-il ? J'ai eu la chance de m'entretenir avec maître Pierre Tiberghien, avocat et admirateur de Primo Levi. Nous avons enregistré ce dialogue dans son cabinet et je lui laisse la parole.
Aujourd'hui, nous recevons Pierre Tiberghien pour parler de Primo Levi. Pierre Tiberghien, vous êtes avocat, vous êtes musicien, spécialisé en propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, donc je suis avocat depuis 5 ans désormais. J'exerce en contentieux, propriété intellectuelle et droit pénal. Passionné par la musique, la littérature, la poésie. Et je suis très heureux de vous parler de Si c'est un homme de Primo Levi cet après-midi. Et alors pourquoi ce choix de Primo Levi ? C'est un choix un peu contre-intuitif puisque ce livre trône dans ma bibliothèque depuis pas mal d'années, mais je ne l'ai découvert que cette année, l'année de mes 30 ans. Par esprit de contradiction, j'aime bien refuser de lire les livres qui sont très souvent recommandés ou proposés, que ce soit dans le cadre de programmes scolaires ou par des amis. Et finalement, c'est lorsque le titre d'un livre m'appelle dans une bibliothèque que je m'en saisis, et ça a été une très très belle rencontre de cette année. Il faut dire que ce n'est pas une lecture facile. Quelles sont vos premières impressions sur Si c'est un homme ? Ma première impression, c'était la distanciation et l'objectivité dont fait preuve Primo Levi dans le récit de sa captivité à Auschwitz pendant environ 2 ans. J'ai été subjugué par le prisme et le prisme pris par Primo Levi pour raconter, pour dire l'indicible finalement, sans colère aucune, de manière très détachée, presque comme s'il était quelqu'un d'extérieur à celui qu'il a été pendant ces 2 années de captivité. Et c'est ce qui m'a le plus interpellé dans la lecture de ce livre. Cette objectivité, ce détachement, cette lucidité, c'est aussi le travail de l'avocat pour ses clients. Exactement, c'est là où cet ouvrage m'a beaucoup plu, où j'y ai trouvé une grande qualité littéraire finalement. Et c'est l'objectivité qui m'attire dans mon métier et que je trouve difficile à conserver aujourd'hui, notamment dans la communication ou dans la presse ou dans les ouvrages qu'on peut lire et qui sont plus actuels. Je ressens une grande prime à la colère et à l'énervement, du moins dans la portée que les gens pensent pouvoir donner à leurs propos. Quand on voit l'élection de Donald Trump, on voit bien que aujourd'hui l'objectivité et la mesure ne sont pas des choses qui fonctionnent, ou qui, dirons-nous, qui fonctionnent aujourd'hui. Enfin, qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Ça fonctionne bien, mais la colère a aujourd'hui plus de place dans le débat public et marque plus. Peut-être que la colère correspond mieux au code de la communication d'aujourd'hui que la tempérance et l'objectivité. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit. D'ailleurs, je pense que Primo Levi, quelques années après avoir écrit Si c'est un homme, expliquait à des étudiants que c'est ce qui avait fait la longévité de son ouvrage, c'était peut-être le ton assez neutre et désempreint de toute colère. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans l'excès inverse, aussi bien dans la profession d'avocat que dans l'écriture, pour ne pas tomber dans la froideur, dans une objectivité qui n'aurait plus de sentiments, qui serait une observation scientifique ? Comment fait-on ? Je pense qu'il faut ne pas se couper de ses sentiments et toujours savoir ce qu'on ressent au plus profond de soi-même lorsqu'on vit une expérience. Mais peut-être quand on y revient à cette expérience, essayer de la décrire d'abord de manière la plus objective possible et ensuite la revisiter par le prisme des émotions. Mais la colère n'est pas une émotion qui, je pense, qui est un vecteur d'argumentation. Enfin, du moins, c'est pas le prisme émotionnel le plus intéressant lors de l'argumentation. Et ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est que Primo Levi laisse finalement une grande part de liberté au lecteur sur le regard à avoir et les conclusions à tirer de la situation dans laquelle certains hommes ont été placés dans ces camps. Et la liberté du lecteur est tellement vaste qu'on se forge très rapidement une opinion et des émotions en fait nous viennent sans qu'elles soient pour autant contenues dans le livre. Et c'est ce que je trouve fantastique dans ce livre, Si c'est un homme. Mais justement, quand je vous entends, j'ai envie de vous demander, Primo Levi serait-il l'avocat ou le juge de l'humanité ? Je pense que Primo Levi est avant tout un témoin
Donc si c'est la place qu'il faudrait lui attribuer dans une salle d'audience, c'est évidemment celle de témoin. Il ne se place certainement pas ni en avocat ni en juge dans cet ouvrage, mais simplement en témoin. Et je pense que ses études de chimiste et de scientifique ont eu beaucoup d'impact sur la manière dont il a rédigé ce livre, finalement, comme s'il observait une réaction, pour le coup, humaine et sociologique terrible, mais qu'il l'a décrit comme s'il observait un phénomène en train de se dérouler, et libre au lecteur, libre à chacun de ressentir ce qui doit être ressenti, d'en tirer les conclusions qu'il faut. Cette place de la profession, cette place de la science dans son œuvre et dans ce qu'il a mené à l'écriture, dans ce qui lui a sauvé la vie dans les cas. Il en parle dans Le métier des autres, notamment, dans des nouvelles, dans de nombreux autres textes. Est-ce que ça vous a donné envie de plus découvrir Primo Levi sous d'autres facettes et sur d'autres sujets ? Bien sûr, il reste pas mal d'années de lecture et d'autres contacts avec Primo Levi à avoir. Je sais qu'il a écrit de nombreux poèmes. Ce qui est intéressant aussi concernant son travail littéraire, c'est de savoir s'il l'a sauvé ou pas finalement, et la question reste totalement irrésolue, puisque en adoptant ce rôle de témoin et en faisant de l'écriture sa vie, il a rendu témoignage, mais ça ne l'a pas sauvé, puisque vous savez peut-être qu'il s'est suicidé en 1987, et donc finalement, en laissant totalement ouverte cette question du rôle de l'écriture dans sa vie, puisque les deux grands événements de sa vie ont été sa déportation et le récit de cette déportation. Mais finalement, ce récit ne l'a pas sauvé. Ça, c'est discutable. On peut aussi le voir comme un acte de liberté, mais j'ai plus à l'esprit, lorsque j'en parle, ces textes, notamment sur les animaux. Très beaux textes dans le style italien, qui sont plus des récits, des contes, que réellement des nouvelles. Et c'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous avez d'autres auteurs italiens en tête que vous aimez ? Dans quelle tradition est-ce que vous mettriez Primo Levi ? Dans quelle tradition ? La tradition des grands témoins de l'histoire. Ma connaissance de la littérature italienne est aujourd'hui assez limitée. Assez peu connue en France. J'ai peut-être souvenir d'avoir lu Le Baron perché d'Italo Calvino petit, un livre qui m'avait émerveillé par la poésie qu'il contenait, mais c'est peut-être la seule source de littérature italienne dont je me souvienne pour l'instant, quoi qu'il faille que je lise Dante, puisque Italo Calvino y fait référence, Primo Levi y fait référence dans Si c'est un homme. Mais oui, effectivement, la culture italienne n'est pas à laisser de côté. Et pour revenir sur ce titre, donc celui qui vous a interpellé, qui vous a fait ouvrir le livre, Si c'est un homme, qu'est-ce qu'il vous évoque ? Je trouve ce titre fantastique. Bon, il a été choisi par l'éditeur de Primo Levi, mais fantastique parce qu'il pose une question finalement, où il ouvre une interrogation, puisque quand on l'entend en français, si c'est un homme, on a envie de se dire mais si c'est un homme, alors quoi ? Et c'est là où la réponse est à apporter avec déjà par la lecture de ce récit poignant, et puis parce qu'on a envie de mettre sur le terme d'humanité finalement. Primo Levi ouvre une perspective de ce qu'est l'humanité, aussi terrible qu'elle puisse être, mais une page aussi pleine d'espérance dans la description des personnages qui ont survécu à l'horreur des camps. Donc Si c'est un homme, c'est un titre qui est infiniment beau parce qu'il ouvre une question irrésolue, mais à résoudre chaque jour finalement. On dirait quelque part qu'au XIXe siècle, Rudyard Kipling disait « Tu seras un homme, mon fils », et qu'au XXe siècle, on a ouvert la question, on a ouvert la porte à toutes les ambiguïtés. Tu seras un homme, si c'est un homme, point de suspension. Exactement, c'est un magnifique texte aussi que ce poème de Kipling, fondateur de ce que peut une autre être passion Non, mais c'est des souvenirs d'enfance et de scoutisme très liés à cette figure de Kipling et Baden-Powell et l'imaginaire qui est propre à ce poème, si tu seras un homme, mon fils, qui m'évoque ces souvenirs-là. Ça, c'est une question difficile, mais vous parlez donc de l'enfance de Calvino.
Et si c'est un homme, à qui est-ce que vous le recommanderiez ? Je le recommanderais évidemment à tous les jeunes gens qui ont envie d'entendre parler d'histoire d'humanité et de profondeur de l'être humain, qui sont taraudés par la question de ce que l'homme devrait être ou des qualités qui pourraient constituer notre humanité. On parle beaucoup d'époque matérialiste, finalement détachée de valeurs morales ou spirituelles. Je pense que l'humanisme peut être une spiritualité, en tout cas revenir au fondement de ce qui constitue l'être humain, le corps et l'esprit, est une question passionnante. Donc je pense que toute personne qui se demande de quoi doivent être constitués les hommes peuvent être amenés à se passionner pour ce livre. Et ça me semble être une très belle conclusion. Donc avis à tous les auditeurs qui s'intéressent à l'humanité, parce qu'assez paradoxalement, et c'est ce qu'on voit dans Si c'est un homme, les seuls êtres capables d'inhumanité, ce sont précisément les humains. Tout à fait. Et face à cette inhumanité, face à la barbarie nazie, le message de Primo Levi, ça va être un livre, ça va être un témoignage, ça va être d'avoir ce rôle lucide, objectif, qui vous a touché, et qui vous a touché justement parce qu'il n'était pas dans la colère, dans les extrêmes, dans la mobilisation, mais beaucoup plus dans l'art du récit, de la transmission et de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Tout à fait, merci beaucoup Laura Sibony. Merci beaucoup maître, merci beaucoup maître Tiberghien pour ce témoignage sur Primo Levi. J'espère qu'il inspirera les auditeurs. Je l'espère aussi. Au revoir. Dans quelques instants, découvrez une nouvelle émission de notre programmation. Le Peuple lu, présenté par Laura Sibony, une émission littéraire qui revient sur l'œuvre de différents écrivains juifs du XXe siècle. Aujourd'hui, André Mauroy. Bonne écoute à toutes et à tous.